Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Didier Hameau. Bonsoir François Chollet. Bonsoir. Alors vous êtes directeur général de Montségur Finance et vous êtes bien placé pour commenter ce qui se passe en ce moment sur les marchés. La semaine est un petit peu bousculée, on va dire, par les événements financiers qui nous viennent de Chypre. Ça vous inspire quoi déjà ? C'est l'aiguillon, effectivement, qui vient secouer un peu les marchés, donner un prétexte à une consolidation, malgré tout, qui intervient après quelques mois consécutifs d'une hausse quasi ininterrompue et une fébrilité des opérateurs qui était à un plus bas historique, quasiment jamais atteint depuis de nombreuses années. Je crois qu'on cherchait un petit aiguillon. Si on regarde la taille de ce petit aiguillon, c'est 0,2% de la richesse produite en Europe. C'est vraiment l'epsilon, c'est vraiment le trait à la marge. Mais par contre, c'est un symbole. Symbole qui a été franchi avec cette volonté de venir capter directement sur le compte des déposants des banques, qui peuvent être tout à chacun. On a quelque chose qui, là, touche effectivement le non-résident multimillionnaire, mais également le paysan local ou l'artisan local, et venir toucher directement aux avoirs des gens, les exproprier d'une partie de leurs actifs déposés à la banque, c'est quelque chose qui ne s'était pas vu dans l'histoire économique moderne et qui était quasiment un tabou infranchissable en Europe. N'oublions pas que ça fait maintenant 5 ans que l'ensemble du personnel politique, que l'ensemble des autorités de marché et de tutelle sont là pour dire à tous les porteurs, à tous les détenteurs de comptes dans une banque, soyez rassurés, on vous garantit 100 000 euros quoi qu'il arrive en espèces. Donc on est en train d'essayer de franchir ce tabou-là. Je ne suis pas sûr que ce soit d'ailleurs un succès. La Banque centrale a fait quand même l'état d'un communiqué plutôt négatif vis-à-vis de ça. Je pense que de ce point de vue-là, on n'est pas certain que ça arrive. En tout cas, pour les non-résidents qui détiennent plusieurs centaines de milliers d'euros sur des comptes à chiffres, il y a fort à parier aujourd'hui qu'ils seront taxés à la base. Mais on parle de quelque chose qui est anecdotique, qui est dans le cas d'un pays très particulier. Chypre, c'est pas un pays entre guillemets normal. La taille du secteur bancaire dépasse largement la normale. C'est plutôt le signe d'un paradis fiscal, on peut le dire, à l'intérieur de l'Europe, en tout cas d'une passerelle pour des capitaux qui ne sont pas toujours extrêmement bien contrôlés. Avec un problème politique aussi derrière. Donc c'est un peu spécifique, on va dire, et peut-être un prétexte pour consolider cette hausse des marchés. On cherche à faire payer, et c'est tout le problème de cette crise financière sur l'Europe, c'est qui va payer à la fin. On ne sait pas toujours comment faire en sorte de faire payer autrement que le contribuable. On a vu que c'était difficile de faire payer, on a vu ça avec la Grèce, les porteurs d'obligations d'État. Là, on peut quand même se poser la question, pourquoi ne fait-on pas payer les porteurs d'obligations, on appelle ça des titres seniors, des banques chypriotes, qui, eux, sont épargnés par ce plan de sauvetage. On peut se poser cette question. Alors, au-delà de ce problème chypriote, comment vous voyez cette sortie de crise en Europe ? Parce que c'est vrai qu'il y a des signes qui sont un petit peu plus encourageants qu'il y a seulement 6 mois. Maintenant, on n'en sort pas vraiment côté français d'un point de vue conjoncturel, on va dire. L'OCDE a été assez sévère, d'ailleurs, dans son dernier rapport concernant la France et les restructurations, et qui n'avance pas vraiment si on écoute les spécialistes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut vraiment aller beaucoup plus loin maintenant, se bouger très vite ? Au-delà de la portée donc, de ce petit aiguillon chypriote, effectivement, on se retrouve sur les vrais sujets. Et les vrais sujets sont d'abord dans des pays comme l'Espagne, où on n'a pas encore fini de régler le problème bancaire. On ne sait pas encore qui va payer. Pour l'instant, l'Espagne retarde sa demande d'aide et essaie de jouer la montre, on va dire cela comme ça. Et en attendant, l'ambiance est morose et on voit bien que les chiffres économiques sont vraiment pas réjouissants. Le premier trimestre devrait être l'occasion pour les entreprises de communiquer d'une façon un peu prudente, et là-dessus, c'est peut-être ça le vrai prétexte à une consolidation des marchés qu'on n'imagine pas très élevée, mais en tout cas, on ne voit pas quelle est l'énergie qui pourra permettre au marché de franchir rapidement, en tout cas, sans avoir des preuves tangibles d'un retour de la croissance, les niveaux de 4000 points, par exemple, pour l'indice CAC 40, qui étaient les niveaux qu'on évoquait il y a quelques jours. Est-ce que le salut peut venir d'Asie, avec cette reprise progressive en Chine, les efforts qui sont faits au Japon? Est-ce que ça peut être une solution, en tout cas une sorte de bouée? C'est effectivement les moteurs de croissance internationaux qui se sont rallumés. On a
bien évidemment les États-Unis qui sont retrouvés dans un cycle qui repart à la hausse, avec bien évidemment cette manne permanente qui est liée au système monétaire, qui n'arrête pas de déverser des liquidités, qui vient rassurer l'ensemble des investisseurs, l'ensemble des entrepreneurs sur la capacité entre guillemets de la Banque centrale américaine à fournir toute l'énergie monétaire nécessaire à la reprise de la croissance. On a qui plus est la fin d'une purge majeure sur le secteur de l'immobilier et un bon redémarrage de la construction qui est quand même un facteur très porteur d'emploi pour Mais les pas États-Unis. vraiment, oui, mais pas vraiment de solution budgétaire. C'est ça le paradoxe. La solution budgétaire, je ne suis pas sûr qu'ils la cherchent à très court terme. Mhm. Et en tout cas, pour l'instant, on continue toutes les opérations de quantitative easing qui sont mois après mois reportées. De ce point de vue-là, les Américains ont quand même un mental assez fort, puisqu'aujourd'hui, ils achètent le marché, ils achètent les actions, ils cherchent des actifs tangibles. Et on voit bien que les records battus par les places américaines sont des records qui sont parfois impressionnants, surtout quand on se place du point de vue européen. Il y a un autre moteur qui s'est également rallumé, c'est la croissance dans les émergents. Mhm. La Chine a publié des chiffres qui sont plutôt encourageants. Et donc, on peut imaginer que, tiré par deux moteurs de croissance, les émergents et les États-Unis, et aussi peut-être le Japon, qui a été un sujet un peu particulier ces dernières semaines, avec un effort considérable pour faire baisser la devise et pour relancer l'économie, eh bien, il puisse y avoir un effet moteur pour l'Europe et cette vieille Europe qui a du mal, hein, surtout en Europe Mhm. du Sud, à redécoller. Et même l'Allemagne, d'ailleurs, commence à subir le ralentissement de ses partenaires. Vous parlez du volontarisme américain. C'est vrai qu'il manque un peu de peps, on va dire, en Europe en ce moment. On a du mal à trouver les moteurs internes. En tout cas, vous conseillez quoi à vos clients chez Montségur en ce moment? Est-ce qu'il faut continuer de jouer la remontée des marchés actions? Il faut plutôt temporiser, rééquilibrer? Comment ça se passe en ce moment? On construit des portefeuilles extrêmement stabilisés, peut-être plus que par le passé, avec des moteurs obligataires de performance. Aujourd'hui, on arrive notamment sur les emprunts d'entreprises privées à sortir des rendements qui sont bien supérieurs à ceux des fonds euros, des compagnies d'assurance, avec finalement un risque qui est un peu plus palpable et un peu plus visible que ce que l'on peut avoir dans les bilans des assureurs. Et puis, une allocation action qui reste assez marquée sur l'Europe, parce que c'est là où il y a beaucoup de retard, assez marqué émergent également, puisque les émergents, en termes boursiers en tout cas, sont un peu dans le surplace depuis le début de l'année. Heureusement qu'il y a la parité de change qui est venue amener un peu de performance. Et on conserve une position sur les États-Unis. Et donc on s'aperçoit finalement qu'on arrive à avoir des portefeuilles qui sont aujourd'hui beaucoup moins volatiles que par le passé, en ayant cette bonne diversification des actifs. On cherche des actifs réels. On a traversé cette crise chez Montségur Finance en évitant tous les produits structurés, tous les dérivés, tous les produits dits toxiques. Ça a quand même bien facilité la vie de nos clients qui, même s'ils n'ont pas échappé à toutes les bourrasques, ont en tout cas toujours eu des actifs tangibles dans leur portefeuille et ont été capables de mesurer en permanence les risques qu'ils prenaient. De ce point de vue-là, je crois qu'on ne déroge pas à cette règle. On démarre cette année avec des performances qui sont plutôt bonnes, assises avec encore une fois des moteurs extrêmement variés à la fois de stabilité et de croissance raisonnable. Quand on a des fonds de portefeuille obligataires qui sont aujourd'hui sur des bases à 4,5 ou 5%, eh bien on a des niveaux qui sont intéressants pour le particulier qui souhaite avoir une progression raisonnable de ses actifs. Alors, on n'a pas parlé fiscalité, qui a évolué énormément, peut-être pas dans le bon sens. Récemment, c'est vrai qu'il y a eu une forte hausse de fiscalisation, on va dire, des valeurs mobilières. Comment c'est ressenti chez vos clients? C'est un vrai changement de la part de nos clients qui ont vraiment, pour le coup, pris conscience, pour la plupart, de la quasi-impossibilité qu'il y avait désormais à détenir des actifs actions, c'est-à-dire prendre des risques actions aujourd'hui dans le cadre d'un compte titre ordinaire, présente peu de risques, présente beaucoup de risques et peu de perspectives de rémunération compte tenu de l'effet de matraquage fiscal. Si vous faites une plus-value et si vous imaginez un taux marginal d'imposition au-dessus de 40%, si vous rajoutez la CSG à 15,5%, ça devient quasiment prohibitif. Donc on a une migration extraordinaire avec un mouvement massif de nos clients vers des enveloppes fiscales défiscalisées ou allégées en termes de fiscalité. Je pense par exemple au PEA, mais qui est un peu limité encore aujourd'hui avec des actions européennes comme seul actif pouvant être mis à l'intérieur, mais surtout à l'assurance vie. On a la capacité aujourd'hui de proposer à nos clients d'habiller leur portefeuille titre
garder le même portefeuille, simplement le reconstituer à l'intérieur d'une enveloppe assurance vie. On appelle ça des contrats d'assurance vie dédiés. C'est quelque chose qui est devenu assez accessible, qui permet à nos clients de continuer à avoir la gestion qu'ils avaient dans leur compte ordinaire à peu de choses près, et surtout d'avoir un avantage fiscal tant sur la rémunération, c'est-à-dire que ce soit les dividendes, les intérêts ou les plus-values qui sont réalisées à l'intérieur de ce contrat, mais également en termes successoral. N'oublions pas que l'assurance vie permet de transmettre 152 000 euros par bénéficiaire, indépendamment du chemin de l'acte notarié et de la succession notariée. Donc on a vraiment là des leviers fiscaux favorables, dès lors qu'on est capable de fournir à nos clients l'assurance de la transparence sur les investissements, d'une tarification claire et raisonnable. Et surtout, ça c'est un point sur lequel je voudrais insister, nous avons la capacité aujourd'hui de proposer à nos clients des contrats d'assurance vie qui font que si jamais ça ne se passe pas bien avec nous, ils sont capables de garder toute l'antériorité du contrat fiscal et d'aller confier la gestion à un autre tiers gérant. Et de ce point de vue-là, je crois que ça c'est une vraie nouveauté et que beaucoup de clients sont sensibles aujourd'hui à ce genre de proposition. Souplesse dans la gestion, et c'est vrai qu'on redécouvre... Liberté de pouvoir nous quitter si jamais ça ne se passe pas bien. C'est un engagement qu'on prend et c'est effectivement quelque chose qui est assez novateur lorsqu'on compare ça à des contrats vendus par les réseaux bancaires. Novateur, mais d'un autre côté, ce sont des vieilles enveloppes fiscales finalement qu'on redécouvre. Ça fait longtemps. On n'a rien inventé du tout, simplement on se met un peu à la mode de la transparence, d'une tarification raisonnable et on va dire d'un avantage aux consommateurs et à nos clients qui est de pouvoir dire à un moment donné je garde cette enveloppe fiscale. Vous savez, il y a un marqueur très fort sur l'assurance vie qui est l'âge de 70 ans. Si vous vous êtes engagé avec un assureur à l'aube de ces 70 ans, vous ne pouvez plus faire marche arrière, puisque si vous réinvestissez sur un autre contrat, vous perdez tous les bénéfices successoraux de vos investissements à 30 000 euros près. Conclusion, il faut vraiment faire en sorte d'avoir des contrats, quand on arrive à ces âges-là, qui permettent de changer, si ça ne se passe pas bien avec votre courtier, avec votre assureur, avec la personne qui est responsable de la performance de vos portefeuilles, il est important de pouvoir avoir cette liberté-là. C'est quelque chose qu'on arrive à garantir aujourd'hui. Merci François Chollet, directeur général de Montségur Finance. Et vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci encore. Merci.